Sans détour avec Élisane Pellerin. Bonjour, cette semaine à l'émission, on commence avec Sylvie Castagnier et Catherine Yaec qui sont pour le parrainage civique de Trois-Rivières qui vont nous parler du projet. On continue l'émission avec Doriane Keller qui est directeur général du comité régional de l'autisme et de la déficience intellectuelle. Et on va terminer notre émission en parlant donc de la privatisation des aides au logement pour les personnes sans-abri avec Marc-André Bélanger qui est directeur des communications au regroupement des auberges du cœur du Québec. Bonne émission. Avec Sylvie Castagnier qui est chargée de projet et Catherine Yaec qui est éducatrice spécialisée pour le projet de parrainage civique Trois-Rivières. Bonjour mesdames. Bonjour. On va parler donc du projet de parrainage civique de Trois-Rivières. Pouvez-vous commencer par nous dire qu'est-ce que ce projet? Oui, en fait, le parrainage civique est un organisme communautaire. Nous, ce qu'on veut, c'est l'inclusion sociale de personnes en situation de handicap. Puis on arrive à briser leur isolement, à favoriser leur inclusion sociale en les jumelant simplement avec une personne qui devient leur amie. Dans notre jargon, on appelle les bénévoles les parrains marraines, qui viennent vraiment développer une relation d'amitié avec la personne et par le fait même permettre à la personne de favoriser sa confiance en elle, sortir de chez elle, aussi acquérir plusieurs acquis. Et où était le besoin? D'où vient cette idée-là? Et en fait, nous, à Trois-Rivières, on existe depuis plus de 30 ans, mais on est chapeauté par un regroupement qui existe depuis, je crois, plus de 45 ans. Le but, c'était simplement d'aider les gens à prendre confiance, à sortir de chez eux, c'est vraiment de les amener, des personnes en situation de handicap, à vraiment prendre la place qui leur revient dans la société, là, prendre place de façon pleine et entière. Vous dites donc qu'ils vont faire des activités. Pouvez-vous nous donner des exemples des activités qui sont faites là, par les personnes qui participent au projet de parrainage? Oui, en fait, c'est des activités qui peuvent être très simples. Aller rendre une visite d'amitié, aller prendre une marche. Parfois, les jumelages vont faire des activités qui peuvent être plus récréatives, qui peuvent aller au cinéma, aller faire une visite au musée. Des fois, c'est plus des activités sportives. On y va vraiment en fonction des centres d'intérêt des gens pour faire des pairages, puis justement que les deux puissent faire des activités qui leur conviennent. C'est pas des grosses activités à proprement parler. Là. L'idée, c'est vraiment d'être là pour quelqu'un. Et puis, en quoi ça aide l'intégration des personnes en situation de handicap? Qu'est-ce que vous voyez comme changement chez ces personnes-là après leur participation, pendant leur participation? En fait, le jumelage vient faire toute la différence dans leur quotidien. C'est d'avoir quelqu'un qui ne fait pas partie de leur réseau, qui leur accorde du temps, de l'attention, et qui vont venir les voir, qui vont les appeler pour prendre des nouvelles. Parfois, ces gens-là n'ont pas d'appel téléphonique toute la semaine, puis d'avoir leur parrain ou leur marraine qui les appelle pour prendre des nouvelles, pour planifier une visite, ça fait toute la différence. Et c'est souvent des personnes qui, malheureusement, sont isolées, hein, qui ont pas beaucoup de réseaux autour d'eux. Ouais. Exactement. C'est des gens qui ont peu de famille ou peu de contact avec leur famille. Des fois, la famille habite hors de la région. Donc, oui, particulièrement, c'est des gens très, très, très isolés. Et est-ce que on voit vraiment chez ces personnes-là un regain au niveau des activités sociales, un regain au niveau de leur santé physique ou psychologique avec leur participation? Oui, absolument. Parce que de sortir accompagné de quelqu'un, ça donne confiance, ça donne une assurance. Puis par la suite, on observe que ces gens-là vont être plus enclins en fait à sortir quand ils sont seuls aussi. Donc, ça vient vraiment impacter autant leur santé physique que psychologique. Il y a vraiment des bienfaits qu'on voit là qui sont énormes sur les deux plans.
Est-ce que les besoins ont augmenté étant donné la situation actuelle là, où il y a Filet social au Québec qui semble être moins fort qu'il a déjà été? Est-ce que vous voyez une augmentation des besoins? Les besoins ne font qu'augmenter. Dans les dernières années, c'est flagrant à quel point les besoins augmentent. Et puis la lourdeur aussi, en fait, des besoins. Les gens ont de plus en plus de besoins, mais de façon quotidienne, sur le long terme, il y a vraiment une très grande augmentation. Vous dites la lourdeur des besoins, donc les personnes ont des besoins plus importants, étant donné une dégradation peut-être de leur santé physique, de leur santé mentale ou un manque de services de la part d'autres organismes ou de la part du gouvernement. En effet, les services offerts par le gouvernement sont modifiés, parfois restreints, parfois limités. Donc, c'est certain qu'il y a des répercussions dans la vie de ces gens-là. Et évidemment, le parrainage civique, c'est vraiment, je vais dire entre guillemets, que des activités, c'est-à-dire que ce que vous offrez, c'est ça, là, c'est du parrainage, là, donc des activités de sortir de la maison pour faire des activités sociales. Donc, vous vous occupez pas là, nécessairement du reste des besoins de ces personnes-là, mais vous pouvez quand même constater chez votre clientèle qu'il y a vraiment qu'il y a un manque finalement, là, qu'il y a des besoins qui sont pas comblés. Bien, en fait, notre rôle, c'est pas de faire des activités à proprement parler. C'est vraiment d'aller créer un lien significatif avec quelqu'un d'autre. C'est vraiment un lien d'amitié qu'on veut créer. Puis, en fait, les activités sont une façon de créer ce lien-là. Je comprends. Mais oui, en effet, comme notre rôle, c'est de créer le lien d'amitié, on est témoin de beaucoup de besoins dans le quotidien de ces gens-là qui ne sont pas remplis. Puis aussi qu'on n'a pas le rôle à proprement parler de remplir. Non. Voilà, c'est pas votre travail à vous dans le sens où vous êtes un organisme de parrainage, vous n'avez pas nécessairement les ressources là, pour remplir tous les besoins. Absolument pas. Mais au moins avec le parrainage, j'imagine que ça crée quand même des amitiés à long terme. Oh oui, absolument. Puis, comme vous disiez un peu plus tôt, ces amitiés-là ont vraiment beaucoup d'impact dans le quotidien des personnes. Des fois, là, il s'agit de les référer vers les bonnes ressources quand ils ont des besoins particuliers. On est vraiment dans le quotidien, on est chez eux, donc c'est facile de bien connaître leur réalité puis de les référer aux besoins qui peuvent être, en fait, des référer aux ressources qui peuvent être bénéfiques pour eux. Oui, je parlais de filet social tout à l'heure, mais c'en est un filet, ça, finalement, là. Oui, absolument. Au-delà des activités qu'ils font, ils ont quelqu'un vers qui se tourner là, quand ça va moins bien ou quand ils ont besoin de quelque chose, vers des ressources qu'ils pourraient peut-être ne pas trouver eux-mêmes. Là. Exactement. Ce lien-là a des impacts partout après. Et à votre connaissance, est-ce qu'il y a d'autres villes qui s'intéressent à ce type de parrainage-là? Oui, on est dans plusieurs villes au Québec. On est à Montréal, on est à Québec, on est à Drummondville, à Victoriaville. On est dans plusieurs villes au Québec. Et est-ce que c'est quelque chose, donc, pour 2026 qui va continuer de grandir? Est-ce que vous êtes capable de répondre aux demandes qui sont en augmentation? Malheureusement, non. Dans le contexte actuel où les ressources sont limitées, pour vous donner un petit exemple, nous, on a une liste d'attente de demande FIEL. On a statué qu'on pouvait accueillir seulement 105 personnes pour être en mesure de répondre à ces besoins-là. Mais en plus de ça, j'ai une liste de plus de 50 personnes qui demandent d'être FIEL. Puis pour le moment, malheureusement, on doit dire non parce qu'on n'a pas les ressources pour leur offrir un service. Est-ce que vous manquez simplement de bénévoles ou est-ce que ça va plus loin que ça? Ah, ça va plus loin que ça. C'est certain que les bénévoles, c'est un gros morceau. C'est le plus important, c'est la base. C'est pour eux pour ça qu'on existe, pour créer des jumelages avec des bénévoles. Mais au-delà de ça, on aurait besoin davantage de personnel, on aurait besoin davantage d'intervenants sur le terrain. En fait, les besoins sont très grands un peu partout. Mais malheureusement, on n'a pas les capacités d'engager davantage de personnel. Je comprends. Donc, c'est vraiment, malheureusement, encore une fois, une question financière et j'ai entendu aussi, il manque aussi de possiblement de bénévoles, mais c'est avant tout une question financière pour vous, pour poursuivre la cadence, puis être capable de bien encadrer ces bénévoles-là, puis les personnes qui ont besoin de services. Oui, c'est exactement ça. Et quelles sont les suites pour 2026? Vous dites, bon, on n'arrive pas à répondre à la demande, mais quand même, c'est bien enclenché. Donc, pour 2026, est-ce que il y aura une suite du projet, j'imagine? Puis, est-ce qu'il y a des nouveautés? En fait, là, je pense que vous faites référence au projet de mentorat actif, oui. Parce que devant le manque de bénévoles, on est approché par l'Université Laval sur un projet de mentorat actif qui est l'inclusion sociale de personnes
qui vivent avec une déficience intellectuelle, mais qui sont vieillissantes. Donc, devant le manque de bénévoles, on se doit d'ouvrir nos horizons, de débuter de nouveaux projets. Puis ça, le mentorat actif, c'est un projet qui a été débuté justement pour répondre davantage aux besoins, pour trouver en fait une autre façon de répondre aux besoins de nos membres FIUL. Donc, en fait, ce que je comprends de ça, là, c'est que le parrainage civique de Trois-Rivières, ça s'adresse à tout le monde, alors que le parrainage, le mentorat actif, ça s'adresse à des personnes vieillissantes qui ont d'une déficience intellectuelle. Donc, c'est une population qui est plus spécialisée. Oui, en fait, le parrainage civique, à proprement parler, ça s'offre aux gens qui vivent avec des incapacités. Puis, pour le mentorat actif, c'est que la première phase visait les adultes vieillissants avec une déficience intellectuelle. Par contre, devant le succès de ce projet-là, nous, on veut déporter ce mentorat actif aux autres clientèles qui pourraient autant bénéficier. Par contre, c'est beaucoup de temps, beaucoup d'énergie et un besoin de personnel additionnel pour gérer que ce projet-là. Puis c'est justement, Sylvie, c'est ça son rôle de vraiment chapeauter le projet du mentorat actif. Donc, ça, c'est un de vos projets pour 2026 au niveau du mentorat actif. Puis au niveau de parrainage civique à Trois-Rivières, c'est un projet donc qui continue là, pour les personnes qui ont des incapacités. Oui, dans le fond, c'est un projet qui est là depuis 30 ans. On fête notre 30e anniversaire en février, puis on poursuit. Le besoin est là, on répond aux besoins, on continue. Et pour les personnes là, qui voudraient vous aider ou qui voudraient en savoir plus, où est-ce qu'ils peuvent trouver l'information? On a une page Facebook, on est quand même très actifs, donc c'est une bonne façon de nous contacter. Il y a page Facebook, c'est la page parrainage civique Trois-Rivières? Parrainage civique du Trois-Rivières métropolitain. Trois-Rivières métropolitain, parfait. Donc, les personnes qui sont intéressées à en savoir plus et à vous aider, ou peut-être même à devenir bénévoles, là, s'ils sont dans votre coin, peuvent aller sur Facebook. Et vous l'avez dit, hein, c'est quelque chose, un modèle qui est un peu partout dans plusieurs villes. Donc, même les gens qui sont à l'extérieur de Trois-Rivières pourraient là, s'informer à savoir si ça existe de leur côté. Oui, absolument. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, puis on vous souhaite bonne chance en 2026 en espérant que les ressources suivent les besoins, puis que vous arriviez à faire un bon travail et à augmenter les ressources pour bien répondre à vos besoins finalement. Oui. Parfait, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Donc, c'était Mme Catherine Lahaye, éducatrice spécialisée, et Mme Sylvie Castagnier, chargée de projet pour le parrainage civique à Trois-Rivières. Merci, Mesdames. Merci.
On s'entretient maintenant avec Dorian Keller, directeur général du Comité régional pour l'autisme et la déficience intellectuelle. Bonjour. Oui, bonjour Madame Pellerin. Comment allez-vous? Bien, merci, vous. Ça va bien, merci. Donc, on parle du Comité régional pour l'autisme et la déficience intellectuelle. Pouvez-vous nous parler un peu des services que vous offrez? Oui, bien sûr. Donc, le CRADI, donc l'acronyme du Comité régional pour l'autisme et la déficience intellectuelle, c'est un organisme communautaire autonome qui œuvre en défense des droits et de la promotion des intérêts des personnes vivant avec une déficience intellectuelle ou autistes, ainsi que de leurs proches. Donc, Oui, allez-y, concrètement. Concrètement, notre rôle, en fait, c'est de partir des réalités vécues sur le terrain pour favoriser l'accessibilité, la participation sociale et le respect des droits dans toutes les sphères de la vie collective. Donc, une approche qui repose essentiellement sur les valeurs de justice sociale, d'inclusion et de participation citoyenne. Si j'ai bien compris, par contre, vous donnez donc des services plus aux autres organismes communautaires plutôt que des services directement à la population. Oui, tout à fait. On est un regroupement d'organismes, en fait, de plus d'une trentaine d'organismes qui, eux, en fait, sont des organismes qui offrent des services directement à la personne, puis qui sont tous, en fait, en déficience intellectuelle ou autisme, et qui sont directement sur le terrain, en fait. Le CRADI, en fait, est né, c'est existe depuis 1989, puis c'est né d'un constat partagé, justement, par des citoyennes et des citoyens, des proches et des organismes communautaires, qui manquait vraiment un espace commun pour défendre les droits de façon structurée et concertée. Donc, ce que je comprends en fait de ça, c'est que le regroupement sert à avoir plus de poids et plus de ressources pour défendre les droits lorsque c'est nécessaire. Oui, tout à fait. C'est ça, en fait. Si les droits sont reconnus sur le plan légal, dans la vraie vie, leur application reste souvent quand même assez incomplète. Donc, pour les personnes en situation de handicap, l'accès à un service, à un transport, à un programme ou même simplement à un lieu peut encore représenter un parcours extrêmement complexe, parfois décourageant. Donc, le CRADI, en fait, est vu pour briser cet isolement, outiller les personnes et surtout les organismes à transformer des situations individuelles que les personnes ou les organismes eux-mêmes vivent en enjeux collectifs. Et vous avez quand même une certaine expérience pour être capable d'orienter ces centres communautaires-là vers des ressources ou pour être capable de les informer sur leurs droits et sur leur recours. Oui, tout à fait. On travaille beaucoup avec en concertation, en fait, puis en échange avec des comités qui sont, eux, plus spécifiques, que ce soit en transport adapté, au niveau du répit, au niveau de l'approche aidance. On travaille beaucoup avec les CIUS. Donc nous, en fait, on est aussi un portail de visibilité et de redirection aussi, d'expertise. On analyse beaucoup les enjeux, le soutien dans les démarches et les prises de position. Et on en parle beaucoup et on en parlait un peu avant de vous recevoir avec les invités qui étaient là avant vous. Il y a des besoins au niveau du communautaire, il y a des difficultés dans le communautaire en ce moment. Comment vous le vivez de votre côté au CRADI? Actuellement, le milieu communautaire, c'est quand même face à des défis assez majeurs. On parle beaucoup de sous-financement chronique, de pénurie et aussi de rétention de main-d'œuvre. Puis une lourdeur administrative et des besoins qui sont vraiment de plus en plus importants et divers sur le terrain, que ce soit auprès des personnes, de leurs proches, des organismes. Donc dans ce contexte, la défense des droits demande du temps, de l'expertise et des ressources que les organismes n'ont pas toujours. Donc nous, on devient alors une sorte de levier en fait pour soutenir le milieu et mutualiser les enjeux. Je dirais on agit un peu comme un organisme pont entre les réalités vécues par les personnes autistes et vivant avec une BI et les organismes communautaires qui les soutiennent et des lieux où se prennent les décisions. En fait, on fait un peu la jonction entre les deux. Donc, les besoins augmentent de votre côté, c'est-à-dire que vous voyez que les centres communautaires ont plus de besoins finalement. Oui, tout à fait. Oui, c'est vraiment, c'est tout à fait notable. On a vraiment des défis qui sont de plus en plus importants. Hein. Je veux dire, l'un des défis principaux, par exemple, est l'accès aux services, notamment les services adaptés et aux ressources, que ce soit pour le transport, les soins, le soutien à domicile, l'éducation. Beaucoup de personnes se heurtent à des systèmes de plus en plus complexes, à des délais de plus en plus longs, des services beaucoup trop limités. Donc même quand les services existent sur papier, en fait, leur application concrète est parfois difficile, ce qui peut vraiment isoler les personnes et leurs familles. On parle aussi des enjeux de participation sociale et d'inclusion. Les personnes, vous savez, sont souvent confrontées à des barrières sociales, tout ce qui est préjugés, stéréotypes, la discrimination, le manque de sensibilisation.
On a aussi de l'isolement social. Et des accessibilités limitées aux activités aussi, parce que ce soit au niveau des programmes, des loisirs ou des événements qui ne sont pas nécessairement adaptés. Donc, c'est ça. Ce que je comprends de ça, c'est qu'on s'attaque de plus en plus aux droits fondamentaux des personnes avec des déficiences intellectuelles ou de l'autisme. Là. Donc, il y a le droit finalement à l'éducation, le droit au transport, il y a le droit au travail. Bon, c'est de plus en plus, il me semble, de difficultés à faire reconnaître des droits qui sont pourtant fondamentaux et inscrits dans la charte. Là. Oui, tout à fait. C'est surtout aussi un manque de connaissance en fait du grand public au niveau des enjeux. C'est peut-être aussi une méconnaissance aussi des réalités des personnes qui vivent ce genre de situation. Vous savez, l'autonomie, comprendre ses droits, connaître les recours possibles, faire des choix éclairés, c'est un défi pour plusieurs personnes aussi qui informer, outiller, redonner du pouvoir d'agir. C'est aussi pour ça que le communautaire a agi, en fait, pour peut-être sensibiliser nos politiques, sensibiliser un peu plus aussi les élus aux réalités, en fait, que vivent les personnes sur le terrain, la diversité, l'inclusion, pour justement sensibiliser et qu'ensuite soient prises des décisions qui vont vraiment aller à l'avantage de ces personnes-là, mais toujours en pensant à soutenir le communautaire qui est un filet social en fait nécessaire à la société et qui s'effrite de plus en plus et dont on ne prend pas assez soin malheureusement, effectivement, oui. Et on a parlé beaucoup des enjeux, des organismes qui travaillaient avec vous. Au niveau du CRAVI en tant que tel, est-ce que vous avez les mêmes enjeux? Nous, en fait, les enjeux qu'on a, ça serait plus au niveau du financement, je vous dirais. Comme on est en défense des droits, il y a vraiment des enjeux majeurs au niveau du financement pour justement entretenir en fait le côté démocratique en fait du communautaire qui pourrait justement réfléchir et peut-être parfois prendre des décisions qui pas nécessairement abondent dans le sens des décisions qui sont prises par le gouvernement, mais de pouvoir juste au moins les remettre en question, les réfléchir et pouvoir les élaborer en fait différemment pour qu'elles soient beaucoup mieux adaptées, beaucoup plus prises en considération. Mais c'est sûr que ce sont des organismes en fait qu'il faut soutenir financièrement. En fait, nous on est autonome, il faut qu'on puisse rester autonome, donc il faut qu'on ait du financement pour ça qui va pouvoir nous permettre de l'être. Et quelles sont les solutions à mettre en place selon vous là, à court terme ou à moyen terme? Ça serait là par exemple les élections provinciales qui s'en viennent, ça serait une très belle occasion en fait de pouvoir trouver des solutions, de pouvoir solliciter nos élus et de leur rappeler l'importance en fait des décisions politiques et des impacts qu'elles ont sur la vie des personnes vivant avec un handicap en matière de services, de transport, de logement, d'éducation, de soutien aux proches. Ça va vraiment influencer concrètement l'inclusion au quotidien. Les droits, vous savez, même si les droits sont reconnus, leur application demeure souvent fragile. Et est-ce que vous pensez que c'est assez reconnu en politique? Est-ce qu'on en parle assez de ces besoins-là, de ces droits-là des personnes qui vivent avec des différences? Ça serait jamais assez, je vous dirais. Les élections, nos politiciens, en fait, vous savez, nous on souhaite une société plus démocratique, qui soit réellement inclusive. Il faut vraiment que tout le monde puisse comprendre les réalités, puisse s'exprimer, puisse participer. Donc il faut vraiment que nos politiciens, en fait, abondent dans ce sens-là et effectivement puissent arriver à proposer des solutions, en fait, pour informer, sensibiliser, faire entendre les réalités, en fait, que nous on puisse faire entendre les réalités vécues par les personnes des ITSA et leurs proches. Donc, il y a vraiment, ce que j'en entends, c'est qu'il y a vraiment un manque au niveau du fait d'en parler pendant les élections, puis d'en faire des enjeux qui sont centraux. Là, on ne sait pas encore parce que les élections commencent bientôt. Oui, je parlais évidemment dans les dernières années. Hein. Oui, non, nous on espère vraiment que là le message sera beaucoup plus clair, beaucoup plus entendu en fait et que les décisions iront vraiment abonderont dans le sens des personnes pour une inclusivité un peu plus élaborée en fait, parce que là pour l'instant effectivement au niveau du film, juste une reconnaissance du communautaire, une reconnaissance de la proche aidance, une reconnaissance de la diversité aussi qui fait notre société en fait serait vraiment comme quelque chose qu'il faudrait vraiment penser à mettre de l'avant auprès des futurs candidats. Et quels sont les projets pour le CRAVI en 2026?
Outre les élections qui vont quand même être un gros mandat, le CRADIP travaille aussi en concertation avec une dizaine d'autres organismes à l'élaboration d'un événement qui s'appelle D'un œil différent. J'en profite pour vous en parler parce que ça arrive bientôt. En fait, ça a lieu chaque année à les comités du Tiers-Monde et un peu partout à Montréal d'ailleurs. Donc ça commence le 11 mars, c'est du 11 au 22 mars dans le cadre de la Semaine québécoise de la déficience intellectuelle. Donc c'est un rendez-vous en fait culturel vraiment assez unique et qui met en lumière plus de 200 artistes au-delà de la déficience intellectuelle et de l'autisme. Et je dis au-delà parce que c'est un événement qui se veut avant tout inclusif et qui rassemble beaucoup d'artistes amateurs, professionnels, qui sont issus d'ateliers d'art adaptés, qui vivent avec ou sans déficience intellectuelle ou autisme d'ailleurs. Puis là on parle d'expositions, de performances, de rencontres, tout un éventail pour célébrer la créativité un peu sous toutes ses formes. Puis c'est une plateforme de visibilité incroyable aussi pour les artistes et une occasion de sensibiliser la communauté justement à l'inclusion et notamment à l'inclusion artistique. Si on veut plus de détails sur cet événement-là ou des détails sur votre organisme et vous aider, où est-ce qu'on peut aller? Oui, alors vous avez pour le D'un œil différent, c'est www.dunœildifferent.com en un seul mot. Puis pour le CRADIP, www.cradi.com, tout simplement en fait. Voilà, c'est un site internet sur lequel vous retrouvez toute l'information nécessaire, la programmation D'un œil différent et un documentaire aussi qui s'appelle Au cœur des œils différents, qui est vraiment vous allez plonger dans l'univers des organismes et des artistes qui participent au festival, donc c'est très intéressant à découvrir. Je vous invite à visiter ces pages-là. Monsieur Keller, merci d'avoir été avec nous. Vous êtes directeur général du comité régional pour l'autisme et la déficience intellectuelle, le CRAVI. Donc, on va suivre avec intérêt vos projets pour 2026. Merci. Merci beaucoup, Mme Pellerin. Bonne journée. Bonne journée. Vous écoutez Sans détour avec Élisane Pellerin. On termine les entrevues avec M. Marc-André Bélanger, directeur des communications au regroupement des Auberges du Cœur du Québec. Bonjour, M. Bélanger. Oui, bonjour. Comme je parlais en début d'émission, on va parler des privatisations de l'aide au logement pour les personnes sans abri. Mais avant tout, pouvez-vous nous parler du regroupement des Auberges du Cœur et des services que vous offrez? Oui, bien sûr. Le regroupement des Auberges du Cœur, c'est le trait d'union d'une trentaine de maisons d'hébergement pour les jeunes qui vivent des difficultés ou qui sont en situation d'itinérance partout au Québec. On accueille des jeunes de 12 à 35 ans. Chaque année, là, c'est plus de 4500 jeunes qui sont hébergés et accompagnés. L'envers de la médaille, c'est qu'on doit aussi refuser plus de 6000 demandes d'hébergement à chaque année. Puis ce chiffre-là, malheureusement, augmente d'année en année. Est-ce que vous offrez d'autres services que l'hébergement à proprement parler? Oui, souvent ça commence par l'hébergement, mais effectivement, il y a d'autres services que les auberges ont développés au fil du temps. Il y a bien sûr les appartements supervisés, qu'on pourrait comparer un peu aux maisons de deuxième étape là, chez les femmes, chez les groupes de femmes. Donc, c'est pour que les jeunes puissent apprivoiser un peu la vie en appartement sans être laissés toutes seules. Donc, il y a quand même un suivi qui est fait avec eux. Il y a aussi le post-hébergement. Donc là, c'est des jeunes qui vont être vraiment plus dans des appartements, soit en colocation, dans des logements privés, mais qui peuvent toujours avoir du soutien par les équipes d'intervention. Puis il y en a d'autres qui ont développé vraiment d'autres services. Là, je pense au travail de rue, aux entreprises d'insertion au travail. Donc, il y a vraiment différents volets. Oui, c'est quand même un service qui est complet à part du regroupement des Auberges du Cœur.
Oui, ben nous, effectivement, en fait, on accompagne ces ressources-là. C'est vraiment les auberges sur le terrain là, qui font le plus gros travail. Ouais. Pour nous, on fait beaucoup de représentations au niveau des représentations politiques, mais du travail de concertation aussi avec d'autres groupes jeunesse, d'autres groupes communautaires, parfois aussi avec des groupes des services publics. Donc, pour essayer de trouver les meilleures avenues possibles pour aider les jeunes qui vivent des grandes difficultés. J'avais envie de parler avec vous donc de l'impact de la privatisation, de la construction des logements sociaux et de l'aide aux personnes sans abri. On entend beaucoup parler de cette privatisation-là qui se met en place. Quel sera l'impact, selon vous, de cette privatisation-là sur les services et sur les services offerts et puis les hébergements offerts? Bien, on a réagi récemment à l'annonce là, d'un consortium de constructeurs qui veulent créer du logement social. Puis nous, ce qu'on dit, en fait, l'enjeu qu'on y voit, c'est que pour soutenir des personnes qui sont en situation d'itinérance ou à risque de l'être, en fait, la brique puis le mortier, c'est bien. C'est vrai que ça prend de la construction de logements, mais ça prend surtout, principalement, de l'accompagnement. Il y a des personnes qui sont très éloignées, que ce soit du marché de l'emploi, que pour des jeunes, nous, on accueille plus des jeunes qui sont éloignés de l'école, donc du système d'éducation. De leur offrir un toit, c'est bien, mais ça ne les aidera pas nécessairement à poursuivre des trajectoires qui pourraient vraiment prévenir à plus long terme un retour vers l'itinérance. Donc, un des enjeux qu'on a, c'est quand le privé vient construire du logement social, mais l'objectif du privé reste toujours la recherche du profit. Oui. Ça n'en prend du logement. On est conscient, puis c'est avec ces promoteurs-là qu'il faut travailler aussi, parce que c'est eux qui ont l'expertise en construction et tout. Mais l'accompagnement, le milieu communautaire, les auberges du cœur, ça fait des années, des décennies qu'on a développé cette expertise-là. Donc, quand on développe un projet, ben il faut, dans la conception même du projet, il faut impliquer des acteurs du milieu communautaire, notamment les auberges du cœur. Donc, ce que je comprends de ça, c'est que finalement, ce que vous déplorez, c'est de ne pas avoir été ou de ne pas être partie de ce projet-là, qu'on vous demande pas, en fait, votre expertise, puis qu'on ne vous inclut pas au projet, là. Ben effectivement, puis c'est bien, en fait, que des promoteurs privés se préoccupent de cette situation-là. Ça, pour nous, c'est un signe positif. Ça veut dire que l'enjeu dépasse maintenant notre chambre d'écho. Oui. Nous, les groupes communautaires, on travaille beaucoup avec des populations qui sont plus éloignées, qui sont plus marginalisées. Maintenant qu'il y a des promoteurs privés qui se disent il faut qu'on fasse de quoi, ben moi, ça, je trouve que c'est un bon point. Maintenant, il faut travailler aussi avec les groupes qui accompagnent ces personnes-là au quotidien pour avoir un projet qui va pouvoir être construit ou pensé pour répondre aux besoins réels de ces populations-là, puis que ce soit pas juste une tentative de dire, ben voyez, nous, on fait notre part, mais qu'au final, la solution ne soit pas utilisée par les personnes qui en ont le plus besoin. Donc, est-ce que c'est parce qu'on n'a pas été dans ce projet-là? C'est pas nous personnellement, mais on pense que le milieu communautaire doit prendre davantage sa place dans les solutions proposées, même quand ça vient du privé, ouais. Ben, en fait, je ne parlais pas de vous en tant qu'auberge du cœur, mais plutôt du milieu communautaire, puis du milieu des services communautaires qui n'avaient pas été appelés, que ce soit vous ou quelqu'un d'autre. Là. L'important, c'est que quelqu'un qui a l'expertise soit appelé. Mais si on revient à la privatisation, est-ce que il y a aussi un plus grand risque? J'imagine que les personnes qui sont sorties de la rue, donc qui trouvent un logement, retournent à la rue parce que il y a quand même des portes tournantes, donc le fait que les personnes en situation d'itinérance, on a de la difficulté à y sortir à long terme de l'itinérance sans qu'ils y retournent. Oui. Mais tu sais, je me rappelle même un ancien collègue là, qui a travaillé avec nous longtemps, il disait souvent, prendre une personne qui est dans la rue où il s'est bâti un réseau d'entraide et de solidarité, puis le mettre dans un appartement entre 4 murs alors qu'on l'éloigne de son réseau, c'est pas ça la bonne réponse. Ouais, donc, ce que vous mentionnez, là, tu sais,
que des personnes, on leur donne un logement, puis particulièrement s'il n'y a pas de soutien communautaire pour ces personnes-là, mais on les éloigne d'un réseau de soutien qu'elles ont réussi à se bâtir dans la rue. Donc oui, il y a une crainte que ce soit des solutions qui soient temporaires. Qui soient peu pérennes, oui, mais tu sais, est-ce que ça va être une réelle sortie du cycle de l'itinérance? C'est pour ça que les acteurs sur le terrain doivent être consultés, concertés, faire partie prenante de ces projets-là pour que ce soit des solutions qui durent dans le temps. Oui, je comprends. Et en même temps, on voit pas souvent de cette œil-là, c'est-à-dire que pour nous, j'imagine, pour le commun des mortels qui ne travaillent pas avec eux, on leur met un toit sur la tête, puis le problème est réglé, ou presque. On ne voit pas à quel point c'est complexe, puis à quel point, effectivement, il y avait un réseau d'entraide dans la rue, et que certaines personnes pas certaines personnes, la plupart des gens ont besoin de ces réseaux-là pour continuer d'avancer. Hein. Mais totalement, effectivement, ce qu'on voit souvent, la personne qui est à la rue, c'est le symptôme de plusieurs processus de désaffiliation. Tu sais, donc, un réseau qui s'est étiolé, ça peut être dû à un événement qui est arrivé tu sais, dans son parcours de vie qui l'a mené à peu perdre que ce soit son emploi, que ce soit son réseau de soutien que la personne connaissait. On le sait depuis de plusieurs années, les enjeux de santé mentale sont très présents auprès des populations en situation d'itinérance. L'itinérance nourrit aussi ces enjeux-là. Donc, tu sais, c'est pour ça que ça prend vraiment une vision peut-être un peu plus large. Puis oui, tu sais, on voudrait pas mettre juste un toit puis penser que ça va régler la situation de l'itinérance. En fait, l'itinérance, c'est un problème ou un enjeu qui est beaucoup plus complexe que seulement la question du toit. Et on parle beaucoup là, de la hausse des coûts de la vie, puis de ces impacts. Est-ce que de votre côté, vous voyez une augmentation des besoins et un changement au niveau des clientèles? Oui, en fait, ce qu'on remarque là depuis quelques années dans les auberges, c'est le profil des jeunes qui cognent à la porte pour faire des demandes est en train de changer. Avant, on voyait beaucoup de la grande pauvreté, des jeunes qui n'avaient pas de diplôme, par exemple, de secondaire 5. Puis maintenant, on a de plus en plus de jeunes qui sont diplômés, qui sont en emploi, qui font des demandes d'hébergement parce qu'ils n'arrivent pas à joindre les deux bouts. Puis, tu sais, entre manger ou être logé, c'est un choix qui déchire autant chez les adultes, les personnes aînées que les jeunes. Donc, oui, on voit ce changement-là que le coût de la vie, l'augmentation du coût de la vie, de la nourriture, de l'ensemble des factures met une pression énorme sur les jeunes, même ceux qui sont en emploi, même ceux qui sont diplômés. Oui. Même ceux qui gagnent bien leur vie puis qui n'étaient pas dans ce cheminement-là de prime abord, là, mais qui, à cause des circonstances puis du hausse du coût de la vie, se retrouvent vous l'avez dit, à devoir faire des choix puis au final qui n'arrivent pas là, malgré le fait qu'ils travaillent à temps plein. Là. Oui, exactement. Puis tu sais, on le voit là, puis que ce soit à Montréal ou en fait dans à peu près toutes les villes au Québec, même en colocation. C'est difficile. Trouver un appartement décent, salubre, c'est quand même c'est rendu assez dispendieux. Donc même un jeune, par exemple, qui travaille à temps partiel, qui est aux études, ben à un moment donné, il n'arrive plus à joindre les deux bouts. Fait que oui, ils vont se tourner vers des organismes un peu comme les auberges du cœur. Et puis, de votre côté, on parle aussi de problèmes de financement et de problèmes de reconnaissance des centres communautaires. Donc, comment vous vous en sortez avec cette hausse-là des besoins et de votre côté, un manque de ressources, j'imagine? Oui, ben ça fait quand même plusieurs années là, qu'on fait l'exercice entre les montants reçus par le programme de soutien aux organismes communautaires puis les demandes de nos membres, là, c'est quoi leurs besoins en matière de financement. Puis l'année dernière, on atteignait un manque à gagner de 33 millions de dollars. Donc ça, c'est entre ce qu'ils ont besoin pour réaliser leur mission à 100%, puis qu'est-ce que les auberges obtiennent. Puis en fait, ce que ça a comme impact
c'est que les directions, il n'y a pas de... On touche du bois, il n'y a pas eu de coupure de service, mais c'est arrivé qu'il y a eu des fermetures de lits temporaires, qu'on ne pouvait pas avoir la maison à pleine capacité parce que on n'a pas les ressources pour faire un remplacement ou peu importe. Et l'autre impact, c'est que dans les auberges du cœur, mais là, on doit dépenser beaucoup plus de temps et d'énergie en recherche de financement alternatif, que ce soit des demandes de subventions par projet, que ce soit faire des activités d'autofinancement, etc. Puis ça veut dire que c'est de l'énergie et du temps qui n'est pas mis à soutenir des jeunes qui ont besoin de cet accompagnement-là pour éviter de se retrouver à la rue ou pour en sortir. Vous faites bien d'en parler parce que c'est peut-être quelque chose dont on parle moins, mais effectivement, le fait de devoir mettre autant d'énergie à trouver du financement, ça vous enlève des ressources puis du temps pour donner des services directement aux personnes qui en ont besoin. Exact. Merci beaucoup d'avoir été avec nous et de nous avoir parlé de ces enjeux-là. On espère que, entre autres, avec les élections qui s'en viennent, puis avec la nouvelle année, qu'on va voir un changement de cap là, au niveau, entre autres, des décisions gouvernementales. Mais on aimerait ça, oui. Écoutez, je vous le souhaite, je nous le souhaite. Je sais pas ce que ça va donner. Là. Souvent, on revient du pareil au même. Là, j'ai l'impression dans les dernières années, mais quand même, on peut toujours essayer d'y croire. Merci d'avoir été avec nous, M. Bélanger. Vous êtes directeur des communications des regroupements des auberges du cœur du Québec. Et en terminant, pour les gens qui voudraient vous aider ou qui voudraient en savoir plus sur vos services, pouvez-vous nous donner le moyen de vous joindre? On est sur à peu près l'ensemble des plateformes des réseaux sociaux, donc Facebook, Instagram, LinkedIn. Sinon, sur notre site web qui est au www.aubergeducoeur, auberge au pluriel, donc avec un S, aubergeducoeur.org. Merci d'avoir été avec nous, puis on vous souhaite bonne chance pour la suite. Merci, bonne journée. Au revoir.
Et on termine avec la revue de presse pour cette émission de Sans détour. On commence au Japon, où une étude, pour la sclérose en plaques, nous parle du fait que la sclérose en plaques pourrait être causée ou du moins accélérée par la microbiote buccale. Donc, la sclérose en plaques étant une maladie auto-immune qui attaque la gaine myéine, donc qui est la gaine autour des neurones dans le cerveau et qui cause des troubles moteurs et de la fatigue chronique, inclut des facteurs de risque, inclut les infections virales, le tabac, la carence en vitamine D et une prédisposition génétique. Mais l'étude japonaise nous parle de la microbiote intestinale et buccale qui pourrait devenir donc un facteur de risque pour la sclérose en plaques. Bien que le microbiome intestinal ait fait l'objet de plusieurs recherches dans un contexte de sclérose en plaques, l'application de la microbiote buccale reste largement inexplorée. La cavité buccale est une source majeure d'inflammation chronique. Ça pourrait représenter donc un facteur potentiel de risque au niveau de la sclérose en plaques, étant donné donc que l'inflammation est un facteur de la sclérose en plaques et un facteur de l'aggravement de la sclérose en plaques. Et la maladie parodontale, donc l'infection chronique des gencives, touche 40 à 60% de la population mondiale. Donc, il pourrait avoir un lien entre le fait d'avoir de l'inflammation, donc effectivement dans la bouche, et la sclérose en plaques qui est causée, donc je le disais, là, entre autres, l'un des facteurs de risque et l'inflammation. Donc, c'est toujours une hypothèse qui a été mise d'avant là, par Masahiro Nakamori, qui est professeur donc à l'université de Kyoto. Ils ont recruté donc 98 patients atteints de maladies démyélisantes, dis-je, et donc avec différents types de cette maladie-là. Ils ont fait des prélèvements pour savoir s'ils avaient un lien entre une forte abondance de la bactérie qui cause l'inflammation dans la bouche et une association avec donc la sclérose en plaques. C'est une première étude qui pourrait montrer que la sclérose en plaques est influencée par la gravité de l'inflammation buccale. Effectivement, il faudra continuer les recherches. C'est une première recherche sur 98 patients. Il faudra faire d'autres recherches et mieux comprendre les liens entre la sclérose en plaques et l'inflammation buccale, mais ça reste une piste à explorer qui n'avait que très peu été explorée avant. Donc, on verra dans les prochaines années si on réussit à faire un lien un peu plus direct entre ces deux facteurs. On va en France maintenant, alors que la loi de 2005 pour l'égalité des droits fête ses 20 ans. C'est la loi qui avait permis donc de rendre obligatoire la scolarisation des enfants en situation de handicap. 20 ans après, ce qu'on se rend compte, et on en a parlé beaucoup dans les dernières semaines, là, c'est qu'il y a toujours un manque de scolarisation des enfants qui ont un handicap, entre autres par manque de ressources. Mais on va aussi se pencher aujourd'hui sur les conservatoires. Les conservatoires qui sont des écoles spécialisées en art, entre autres en musique et en danse ou en art dramatique. Qu'en est-il de l'inclusion des personnes en situation de handicap dans ces écoles qui sont plus spécialisées? En fait, si la loi permet ou donc oblige, devrais-je dire, l'inclusion des enfants en situation de handicap dans des écoles régulières, il n'y a rien qui oblige l'inclusion de ces enfants-là dans des écoles spécialisées comme les conservatoires qui sont spécialisés dans les arts.
Par contre, il y a des écoles des conservatoires donc qui demandent plus de ressources pour mieux inclure les personnes en situation de handicap dans les conservatoires pour avoir une vision donc qui est moins médicale de handicap et plus sociale parce que évidemment les personnes en situation de handicap ont le droit d'avoir accès aux arts comme tout le monde et leur éducation devrait dépasser la simple éducation élémentaire. Ils devraient avoir la même chance que les autres d'avoir accès au conservatoire. Par contre, comme je le disais, il n'y a aucune obligation légale de la part des écoles qui sont plus spécialisées d'accueillir et d'accommoder des enfants en situation de handicap, ce qui cause un trou dans la loi qui devra être vu, être adressé. Mais encore faut-il, bien sûr, là, on parle d'une loi de 2005 et on n'a toujours pas scolarisé tous les enfants qui avaient des handicaps dans les écoles régulières. Donc, leur adhésion au conservatoire risque de ne pas être une priorité, mais je trouvais intéressant d'avoir cet enjeu, c'est-à-dire que les écoles spécialisées n'ont aucune obligation de rendre accessible leurs locaux, leurs cours à des personnes qui sont différentes. On continue toujours en France alors que l'Association nationale de l'audition lance une alerte par rapport au bruit au travail parce que en fait à leur avis on sous-estime le bruit et l'effet du bruit au travail, entre autres parce que on est beaucoup porté vers ce qu'on appelle les open space, donc les espaces grands, les espaces ouverts où on n'a plus ou de moins en moins de bureaux où les gens travaillent sur des grandes tables dans des espaces ouverts, ce qui favorise la collaboration entre les collègues. Et c'est une bonne chose et on se tourne vers ça parce que de plus en plus là, les spécialistes au niveau du travail et des ressources humaines, entre autres, disent que ces modèles-là sont plus favorables à être heureux au travail, sont plus favorables également au fait de communiquer entre nous et d'avoir un meilleur travail d'équipe. Par contre, ce qu'on n'a pas pensé, c'est que dans ces endroits-là, ben le bruit est beaucoup plus important et ça peut causer des problèmes à des personnes qui ont un handicap ou qui n'ont pas d'handicap mais qui pourraient en développer un, là, qui pourraient développer des problèmes de surdité étant donné que le niveau de bruit est trop important et qu'on a peu d'accès à des endroits où le bruit est réduit, hein, étant donné qu'on n'a plus de bureaux seuls, mais on peut plus s'enfermer dans les bureaux lorsqu'on en a besoin. Donc, c'est l'Association nationale de l'audition qui demande à ce qu'on se penche sur cette question-là et qui dit qu'au final, notre bonne idée a causé aussi des problèmes et que ça cause des problèmes d'audition pour les personnes. Donc, ça crée finalement des handicaps, des situations de handicap. On parle de 1000 cas de surdité professionnelle qui sont reconnus en France. Donc, des gens qui deviennent sourds ou malentendants à cause de problèmes de surdité, à cause du bruit au travail qui a été trop important pendant une longue période et on n'avait pas mis en place des éléments pour prévenir ces problèmes-là. Donc, on demande une meilleure mise en place d'éléments de prévention pour ces gens-là parce que, évidemment, ça crée un handicap qui, par la suite, est permanent pour ces personnes-là avec tout ce qui vient avec un nouvel handicap puis toute l'adaptation qu'on doit faire par la suite à un nouvel handicap. Donc, encore une fois, ce sera à suivre au niveau de ces enjeux-là qui sont, entre autres, exacerbés là, par notre façon de travailler dans des espaces ouverts. Donc, c'était tout pour la revue de presse. Je vous revois la semaine prochaine pour une autre émission de Sans détour. Bonne semaine tout le monde. Prenez soin de vous.